Bonjour les HLP. Alors, aujourd'hui on aborde donc notre dernier chapitre de l'année qui concerne l'homme et l'animal. Je vous avais donné un lien YouTube pour écouter une chanson assez ancienne de Francis Cabrel qui s'intitule La Corrida. Je voudrais en parler un petit peu, faire une espèce d'analyse de texte en fait, parce que c'est un texte très poétique, comme la très grande majorité des textes de Francis Cabrel. Et donc on pourrait l'étudier comme un texte littéraire. Alors, première remarque qu'on peut faire sur cette chanson, c'est que dès le début, on est dans le point de vue interne au taureau. C'est pour ça que ça s'appelle la corrida, justement. Mais on ne voit pas la corrida du point de vue de l'extérieur, du point de vue des spectateurs, mais du point de vue interne au taureau. Donc on a bien un phénomène de personnification qui est extrêmement important et visible dès le début avec le pronom personnel depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. Et le je va s'opposer aux deux on qu'on a, on s'amuse, on chante, et au déterminant indéfini, quelqu'un a touché le verrou. Donc il y a une espèce d'anonymat et de foule qui s'oppose à la solitude de ce taureau. Ensuite, à partir du moment où donc le verrou est ouvert, le taureau se précipite vers le grand jour. Il y a une accumulation, les fanfares, les barrières, les gens. Ça s'oppose, tous ces nouveaux éléments s'opposent à la chambre noire dans laquelle il était gardé jusqu'ici. On voit bien qu'il y a une gradation descendante dans ce texte, puisque dans un premier temps, le taureau pense, j'ai cru, donc là aussi un phénomène de personnification, il fallait seulement se défendre. Donc il y avait finalement un combat équitable, égal, entre le taureau et son adversaire. Et très vite, cette croyance est balayée, cette place est sans issue. On a donc les histoires sans issue, vous savez, c'est vraiment caractéristique de la tragédie. Et c'est bien un registre tragique mêlé de registres pathétiques que l'on a dans cette chanson. Et donc, il a cru, et à la fin de cette strophe, il commence à comprendre. Il commence à comprendre que de toute façon, il ne pourra pas s'en sortir, que la seule issue, c'est sa mort. On continue dans l'anonymat et l'espèce de ligue qui se fait contre ce taureau unique. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Évidemment, il ne reculera pas, ce qui montre évidemment le courage qui est mis en valeur chez ce taureau. Et tous les hommes dont il va être question par la suite vont être caractérisés par des adjectifs ou par des noms qui vont les rabaisser, les humilier. Cette danseuse ridicule, par exemple, qui désigne le torero, montre bien le mépris que le taureau a pour cet homme. Une danseuse, déjà c'est un nom féminin, et donc il n'y a rien de viril finalement dans cette mise à mort. Tout est un spectacle, mais en réalité, le torero qui se veut l'homme viril par excellence, en fait n'est qu'une danseuse. Ensuite, on a le refrain, alors qui est très court. Est-ce que ce monde est sérieux, qui est répété 2 fois. Évidemment, il s'agit de questions rhétoriques. Non, ce monde n'est pas sérieux. Ce monde est complètement absurde de faire autant de mal à des animaux qui n'ont rien demandé. Ensuite, Andalousie, je me souviens, les prairies bordées de cactus, on a quelque chose de l'ordre du souvenir bucolique. On est presque dans une élégie. Vous savez, ce sont ces poèmes où il est question de la nature, de sa beauté. Ensuite, on a Je ne vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Là encore, le courage du taureau est mis en valeur et les désignations du torero sont ridicules. Il est assimilé à une marionnette ridicule. Le désir du taureau, bien évidemment, c'est de vaincre.
cet adversaire. Et il l'envisage. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Alors, on a ici une comparaison. Tourner comme un soleil. Si évidemment le taureau faisait tourner le torero comme un soleil, le torero ne s'en sortirait pas. Donc on a déjà une image de la mort qui est en quelque sorte embellie. Néanmoins, donc ça c'est son intention, mais le vers, oui je dirais presque vers suivant, nous montre que en réalité c'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que ce soir la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Alors on peut l'envisager de deux manières différentes, cette phrase. Dormir sur ses deux oreilles, c'est dormir tranquille, sans être inquiet, d'accord ? Mais ça a un sens beaucoup plus concret dans le cadre de la corrida, puisque quand le taureau est mort, on lui tranche les deux oreilles et on les donne en trophée au torero. Donc on peut voir aussi que la femme du torero dormira sur les deux oreilles du taureau. À nouveau, les deux questions rhétoriques du refrain. On voit qu'au niveau de la chanson, le rythme s'accélère. On a toute une série de désignations des piqueurs, hein, donc ceux qui sont chargés d'exciter le taureau en leur donnant des coups de pique, et du torero. Donc, à chaque fois, ces désignations les rabaissent. Ce sont des fantômes. Les ballerines rappellent la danseuse qui désignait le torero. Les acrobates, les costumes de papier, les poupées. Hein, tout ça, on a l'impression finalement qu'on a affaire à une représentation. On a un spectacle de la mort. On remarquera également toujours la répétition du « il » au pluriel qui, encore une fois, isole le taureau. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. D'accord ? Donc, il y a vraiment une opposition entre les deux. Ensuite, avec la strophe suivante, on a un ralentissement du rythme, un petit peu comme si c'était le cœur du taureau lui-même qui commençait à ralentir. Sentir le sable sous ma tête, donc ça veut dire que maintenant il est allongé, hein, il est en train de mourir. Et quelque part, il y a quelque chose de l'ordre du pathétique lorsqu'il dit à quel point ça peut faire du bien d'être enfin délivré de toute la souffrance qu'il a pu éprouver. J'ai prié pour que tout s'arrête. Là encore, on a une personnification du taureau qui, en quelque sorte, prie un dieu de mettre un terme à ses souffrances. La répétition de Andalousie, je me souviens, donc on est toujours dans l'ordre du souvenir bucolique, dans l'ordre de l'élégie. On a ensuite un certain nombre de parallélismes. Je les entends rire comme je râle. Râler, c'est pas juste je suis bougon, je suis pas content, etc. Le râle, c'est le dernier souffle juste avant la mort. Donc, on voit bien qu'il y a un parallélisme entre le rire d'un côté, la mort de l'autre, parallélisme qui d'ailleurs est mis en valeur avec la répétition du R, hein, rire, râle. Ce parallélisme, on le retrouve dans la suite. Je les vois danser comme je succombe. Je ne pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Donc on a bien ce parallélisme de construction entre d'un côté le spectacle, la réjouissance, et de l'autre la mort, la mise à mort du taureau. Ensuite, à nouveau, les deux questions rhétoriques. Et ensuite, on a tout à la fin une chanson en espagnol. Alors ceux qui connaissent un petit peu l'espagnol, normalement vous faites quasiment tous l'espagnol dans la classe, mais je traduis quand même très rapidement. Oui, homme, danse. On pourra danser à nouveau, on va en tuer d'autres vies et d'autres taureaux, on va en tuer d'autres, viens danser, et on en tuera d'autres. Donc vous voyez que ces termes espagnols renvoient à une espèce de couleur locale qui rappelle que la corrida est au départ une tradition espagnole. Voilà, alors si j'ai voulu commencer par ce texte, c'est parce que c'est un texte qui personnellement m'a beaucoup touchée, où vraiment j'ai eu vraiment pitié de cette bête qui était mise à mort.
Et le travail que je vais vous demander de faire pour la semaine prochaine, ça va être justement un atelier qui s'appelle littérature et philosophie, vous en avez l'habitude maintenant. Il va s'agir d'adopter le point de vue de l'animal pour se remettre en question. Donc vous pourrez l'écrire sous la... Alors il y a une étape avec un texte, une deuxième étape pour adopter un autre point de vue, une étape 3 pour utiliser son texte. Vous avez voilà, là il s'agit d'imaginer que c'est le singe qui écrit à la première personne et qui utilisera la troisième personne quand il parlera des hommes. Voilà, c'est le singe d'un zoo qui va effectivement parler lui aussi de la vie qu'il mène et de ce que lui font, de ce que peuvent lui faire subir, lui faire subir, oui, les hommes. Donc ça, c'était la première chose. Je vous mettrai donc en pièce jointe à ce cours de lundi le travail à faire pour lundi 25, donc cet atelier où vous allez voilà, adopter le point de vue de ce petit singe de zoo. Alors, outre la chanson de Cabrel, ce que je vous avais demandé d'étudier, je vous avais demandé également de travailler sur le cheval et son cavalier de Buffon. Alors, je vous relis le texte pour que vous l'ayez en tête. Donc, Buffon, c'est un philosophe, enfin, un scientifique qui a vécu à l'époque des Lumières et qui a été à l'origine de ce qu'on a appelé les sciences naturelles modernes. Donc, il a étudié les animaux, les plantes, il les a répertoriés, les a nommés. Et tout le travail qui est fait actuellement autour de l'animal s'appuie sur les travaux originaux de Buffon. Pardon. Alors, donc le cheval et son cavalier de Buffon, donc cette histoire naturelle de Buffon a été rédigée sur presque 50 ans avec l'aide de plusieurs collaborateurs. Cette œuvre témoigne de la volonté de progrès et d'accès à la connaissance qui caractérise le siècle des Lumières. La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Aussi intrépide que son maître, le cheval voit le péril et l'affronte. Il se fait au bruit des armes, il l'aime, il le cherche et s'anime de la même ardeur. Il partage aussi ses plaisirs. À la chasse, au tournoi, à la course, il brille, il étincelle. Mais docile, autant que courageux, il ne se laisse point emporter à son feu. Il sait réprimer ses mouvements. Non seulement il fléchit sous la main de celui qui le guide, mais il semble consulter ses désirs et, obéissant toujours aux impressions qu'il en reçoit, il se précipite, se modère ou s'arrête. C'est une créature qui renonce à son être pour n'exister que par la volonté d'un autre, qui sait même la prévenir, qui, par la promptitude et la précision de ses mouvements, l'exprime et l'exécute, qui sent autant qu'on le désire et ne rend qu'autant qu'on veut, qui, se livrant sans réserve, ne se refuse à rien, sert de toutes ses forces, s'excède et même meurt pour mieux obéir. Voilà le cheval dont les talents sont développés, dont l'art a perfectionné les qualités naturelles, qui, dès le premier âge, a été soigné et ensuite exercé, dressé au service de l'homme. C'est par la perte des libertés que commence son éducation, et c'est par la contrainte qu'elle s'achève. L'esclavage ou la domesticité de ces animaux est même si universelle, si ancienne, que nous ne les voyons que rarement dans leur état naturel. Ils sont toujours couverts de harnais dans leurs travaux. On ne les délivre jamais de tous leurs liens, même dans les temps du repos. Et si on les laisse quelquefois errer en liberté dans les pâturages, ils y portent toujours les marques de la servitude, et souvent les empreintes cruelles du travail et de la douleur. Alors, dans les premières lignes, bon, je fais un petit corrigé des questions qui vous étaient posées. Donc dans la question 1, dans les premières lignes, le cheval apparaît comme un compagnon d'armes de l'homme qui partage avec lui la noblesse de la guerre. On a une énumération d'actions qui mettent en valeur le caractère héroïque du cheval, ainsi que son utilité remarquable au sein des activités humaines.
Les comparatifs comme aussi ou de la même ardeur montrent l'égalité entre l'homme et l'animal. Seulement, et c'est la deuxième question, à partir de la ligne 5 apparaît l'idée de servitude. Le cheval est un serviteur de l'homme et non pas son égal. Les verbes de soumission vont s'accumuler, réprimer, fléchir, obéir. On a toute l'isotopie, c'est-à-dire le champ lexical du pouvoir, sous la main, guide, volonté. L'énumération des propositions subordonnées relatives aux lignes 8 à 12 mettent en valeur les nombreuses qualités du cheval, jusqu'à l'effet de chute qui, après une gradation, exprime l'abnégation totale de l'animal. Il meurt pour mieux obéir. Finalement, question 3, la thèse de Buffon, c'est que la domestication perfectionne l'animal et son art. Dans le second paragraphe, Buffon utilise d'ailleurs l'ancienneté de la domestication comme justification. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, la question vers le bac vous amenait à justifier la citation de Buffon. Le dressage des animaux n'est possible qu'à la condition de leur perte de liberté et de leur transformation par l'homme. Ce dressage peut être perçu comme un perfectionnement de l'animal, lui permettant d'être plus utile, plus fort, plus agile. Cependant, le mot éducation, qui est propre à l'être humain, est en contradiction avec cette perte de liberté. En effet, éduquer, ça vient du latin ex ducere, qui veut dire sortir hors de, et ça consiste à élever un être en vue de le tirer hors de son giron maternel, c'est-à-dire de le rendre autonome et libre. Le parallèle entre l'éducation et le dressage est donc contestable. La première, l'éducation, c'est une émancipation, gagner une liberté, alors que le second, le dressage, est une servitude. Voilà en ce qui concernait donc le travail que vous aviez à faire pour ce lundi. Et donc je vous le rappelle, je vais le mettre sur Pronote. Le travail à faire pour lundi prochain, ça va être de produire un texte. Et vous pouvez, alors pour le coup, pour le petit singe, là, le petit singe du zoo qui va parler, vous pouvez faire un texte de la manière dont vous souhaitez. Ça peut être un poème, ça peut être un monologue, ça peut être une chanson si vous le souhaitez. Si vous êtes doué en chanson, vous voulez vous accompagner de votre guitare par exemple, et bien surtout n'hésitez pas, c'est vraiment très libre. Et j'espère avoir des choses qui vont m'émouvoir peut-être autant que la chanson de Cabret. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.